Bonjour à vous et bienvenue à Conversation sur l'arthrite, le pouvoir du microbiote sur la santé. Je suis Isabelle Robillard, spécialiste mission de la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyen-Kahaka, Mohawk Nation, et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur cette terre. Un des éléments qui unit les participants au webinaire Conversation sur l'arthrite est notre quête commune de façon de mieux gérer notre santé. Bien qu'il n'existe malheureusement pas de régime alimentaire spécifique pour guérir l'arthrite, une alimentation équilibrée et des changements de mode de vie peuvent améliorer de façon importante les symptômes de la maladie. Ce soir, nous sommes donc ravis d'accueillir Stéphanie Côté, nutritionniste, vulgarisatrice scientifique et grande communicatrice qui nous fera découvrir notre nouvel allié santé, notre microbiote intestinal. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Ce webinaire sera plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez envoyer un courriel à info@arthrite.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre Converser qui se situe au bas de l'écran pour échanger avec les autres participants et avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou de clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire sera enregistré et nous vous ferons parvenir un lien vers l'enregistrement et les diapositives qui seront présentées ce soir dans les prochains jours. Avant de débuter, je tiens à remercier Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite. De très nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance portaient sur des thèmes similaires. Nous les aborderons donc en premier lieu avant de procéder à une séance, de questions-réponses en direct. Stéphanie nous expliquera d'abord ce qu'est le microbiote intestinal. Elle nous parlera ensuite de son influence sur la santé et nous offrira enfin des précieux trucs et conseils afin d'adapter notre alimentation pour favoriser la prolifération de bonnes bactéries. Nous essaierons par la suite de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Cependant, en raison de la nature générale de ce webinaire, il nous est impossible de répondre à toutes les questions spécifiques concernant votre condition personnelle. Nous espérons que ce webinaire vous donnera des outils pour discuter avec votre professionnel de la santé et obtenir un diagnostic ou des renseignements précis sur votre plan de traitement. Et maintenant, commençons. Tout d'abord, bienvenue à notre invitée, Stéphanie Côté. Alors, Bonjour. bonjour Stéphanie. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le microbiote intestinal? Oui, bien sûr. Merci d'abord pour cette introduction. Merci pour l'invitation et merci aux nombreuses personnes qui consacrent une heure de leur mercredi soir pour jaser de ce fascinant sujet. Le microbiote intestinal, en gros, c'est les bactéries qu'on a dans notre intestin. C'est pas pour rien qu'on a ici une image d'intestin. Quand on parle de microbiote intestinal, et là, je vais faire avancer. Ce sera pas long. Bon, est-ce que vous voulez peut-être avancer la slide, Isabelle? J'ai un Oui. petit problème à faire avancer ma slide. Merci beaucoup. Euh, le microbiote intestinal, en fait, si on veut décortiquer le mot, pour les gens ici qui ont fait du latin, peut-être, dans leur cours étant plus jeunes, euh, le mot micro, c'est pour petit et le mot bio, c'est pour vie. Donc, c'est pour parler de. Passons à la slide suivante parce que là, j'ai un petit problème, de la petite vie. Cette petite vie que vous connaissez certainement, parce que évidemment, La Petite Vie, c'est une émission culte au Québec qui a marqué les gens, qui a marqué les Québécois. Et c'est ce qui se passe avec la petite vie du microbiote intestinal aussi.
Évidemment que dans nos intestins, on ne se retrouve pas avec des papas, mamans et crotons dans notre intestin, mais plutôt avec des milliers de bactéries. En fait, il y a dans notre intestin, on va avancer à la prochaine slide s'il vous plaît. Je pense que je vais réussir bientôt à me connecter, mais pour l'instant, je ne peux pas. Euh, donc, dans notre intestin, en fait, il y a plusieurs micro-organismes. On va parler en général de bactéries parce que c'est le mot le plus simple à retenir, mais on va parler de plusieurs types de micro-organismes différents, en fait, des bactéries, des virus, des champignons, des levures. Bref, un microbiote, en gros, c'est l'ensemble de micro-organismes qui peuplent un écosystème. Un écosystème, ça peut être une forêt, ça peut être un océan. Tous ces écosystèmes-là sont peuplés par plein de petits microbes, par de la vie, par des animaux, par de la faune aussi. Mais même notre corps est habité par toutes sortes de petits micro-organismes qu'on ne voit pas. Micro-organismes, pour simplifier la chose, je dirais que le mot peut-être plus simple, je viens de reprendre le contrôle, c'est des microbes. Dans le fond, le mot micro-organisme, c'est peut-être un peu plus scientifique, mais parlons ensemble de microbes. Notre peau est peuplée de microbes. Vous le savez, on a sur les mains, on a sur tous les endroits de notre corps. Des microbiotes, les femmes ont un microbiote, par exemple, vaginal, et tout le monde a aussi un microbiote intestinal. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces petits microbes qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont très, très nombreux dans notre intestin. Autrefois, le microbiote intestinal, on l'appelait la flore intestinale. Vous en avez entendu parler, ça fait des années qu'on a parlé de flore intestinale. Et c'est jusqu'à ce qu'on réalise que le terme n'était pas tout à fait approprié avec ce qui vivait réellement dans nos intestins. Flore fait plus référence à du végétal, au monde végétal, alors que ce qui est dans notre intestin, c'est de l'ordre des bactéries, des virus, bref, des micro-organismes. Il y a dans notre intestin environ 100 000 milliards de microbes. C'est plusieurs fois le nombre d'habitants sur la Terre. Donc, il y a dans chacun de nos intestins des milliards et des milliards de microbes. Ça représente d'une personne à l'autre entre 1 et 2 kilos de notre poids, cette petite vie qui grouille en nous. Donc, cette petite vie-là qui est en nous et qui nous accompagne chaque jour, il y a des bonnes bactéries, il y a des moins bonnes bactéries. Et dans les prochaines minutes, on va parler de leur rôle, justement, qu'ils vont avoir sur notre santé. Alors effectivement, merci beaucoup de nous avoir, expliqué tout, ce terme-là qu'on entend régulièrement, mais qu'on ne sait pas trop ce que c'était. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous dire à quoi sert ce fameux microbiote? Avec plaisir. Le microbiote intestinal, plus on le connaît, plus on se rend compte des nombreux rôles, des nombreuses fonctions qu'il remplit dans notre corps. Ces petites bactéries-là, on a parfois pensé qu'elles étaient là un peu accessoirement, puis qu'elles profitaient du gîte et du couvert, et que non. On le sait maintenant, en fait, de plus en plus parce que la recherche se poursuit. On en apprend sur le microbiote intestinal à toutes les semaines. Mais en gros, on sait que les bactéries dans notre intestin vont notamment aider à la digestion. Dans les prochaines diapos, je vais vous expliquer un peu plus là, certaines de ces fonctions. Mais entre autres, elles vont nous aider à digérer certains aliments. Elles vont nous aider même à fabriquer des vitamines. Elles vont même aussi fabriquer des hormones, dont des hormones du bonheur. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la sérotonine, qui est l'hormone qui fait qu'on se sent bien quand on fait de l'activité physique, par exemple. Il y a de la dopamine, mais il y a aussi de la sérotonine. Et la grande majorité de la sérotonine est fabriquée dans nos intestins par ces super bactéries-là. Donc, quand on parle de bactéries amies, on comprend facilement pourquoi. Les bactéries vont aussi optimiser notre système immunitaire. Je vais y revenir. Elles vont nous aider à combattre ou à diminuer les symptômes de certaines maladies ou à les prévenir en produisant des substances anti-inflammatoires. Mais, à contrario, elles peuvent aussi produire des substances
pro-inflammatoires. Et ça, je sais que ce sujet-là vous intéresse probablement particulièrement. Elles vont même aider les bactéries à réguler l'appétit parce que en produisant des hormones, en contribuant à la production d'hormones qui font qu'on a faim ou qu'on n'a plus faim. Et finalement, le pourquoi on l'appelle le deuxième cerveau, le microbiote intestinal, c'est que le microbiote intestinal est en communication constante avec notre cerveau et la communication se fait dans les deux sens. Nos intestins envoient des messages à notre cerveau et ça se passe dans les deux sens. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail certains, mais on n'ira pas, on ne fera pas une dissertation là, sur tous les sujets non plus, mais je pense qu'il y a certains sujets qui valent la peine d'être légèrement approfondis, notamment le rôle des bactéries concernant la digestion des aliments. Entre autres, concernant la digestion des fibres, parce que je trouve ça tellement impressionnant. Nous, dans notre corps, dans notre estomac, puis dans notre petit intestin aussi, on dispose d'environ 17 enzymes pour digérer les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, c'est ce qu'on retrouve dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, les noix, les graines. Et pour beaucoup de fibres alimentaires, on dit que ça passe tout droit, que ça s'en va directement dans notre intestin et c'est pour ça, entre autres, que ça favorise la régularité. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu. Mais là où le rôle des bactéries est immensément important, c'est que la raison pour laquelle nous, ça passe tout droit, c'est qu'on a seulement 17 enzymes pour digérer les fibres. Le microbiote intestinal, donc les bactéries qui composent le microbiote, dans l'ensemble, contiennent ou produisent 56 000 enzymes pour digérer les fibres alimentaires. Ça veut dire que ce que nous ne sommes pas capables de digérer, puis les fibres qu'on n'est pas capable de briser, de défaire, puis d'avoir accès à ce qu'elles peuvent cacher, ben, les bactéries peuvent le faire. Donc, ces fameuses fibres-là, quand elles arrivent dans notre intestin, les bactéries peuvent les digérer et ça donne un accès inédit à certains nutriments qui sont contenus dans les fibres alimentaires. En plus que les fibres alimentaires constituent une nourriture pour les bactéries et ça les rend tellement heureuses qu'on leur donne des fibres alimentaires qu'elles produisent des bonnes substances pour nous, entre autres la fameuse sérotonine dont je vous ai parlé tantôt, puis d'autres substances qui contribuent à notre santé. Quand on parle aussi de la santé immunitaire, donc du système immunitaire, c'est super relié au microbiote intestinal parce que dans notre intestin se retrouvent 80% des cellules de notre système immunitaire. Donc, les cellules immunitaires et les bactéries fonctionnent vraiment main dans la main et ça contribue, en fait, autant les cellules immunitaires que les bactéries contribuent à nous protéger contre des envahisseurs, contre des microbes méchants, contre des substances indésirables aussi. Les bactéries du microbiote sont en quelque sorte les coachs des cellules, les cellules immunitaires qui tapissent notre intestin. C'est comme si dès la formation des cellules, les bactéries, par différents messages et substances, vont apprendre aux cellules à reconnaître les amis, à reconnaître les ennemis et donc à faire leur travail. Donc, il y a vraiment un lien très, très étroit entre les deux. Et c'est pas pour rien aussi que quand le microbiote intestinal est pas équilibré, on tombe plus facilement malade. Ça aussi, on va y revenir. J'ai parlé brièvement de l'axe intestin-cerveau qui concerne le microbiote intestinal aussi. En fait, c'est que dans notre intestin, il y a des millions de cellules qui tapissent la paroi de notre estomac, de notre intestin, et ce sont des cellules nerveuses. C'est des cellules nerveuses avec lesquelles les bactéries sont directement en contact, comme s'il y avait des petits postes de téléphone un peu partout dans notre intestin, et que au moindre renseignement, le téléphone sonne, on se renseigne sur ce qui se passe dans la tête, on se renseigne sur ce qui se passe dans le ventre, on se renseigne sur ce qui se passe dans la vie en général. Et c'est ce qui fait, entre autres, que nos émotions, on les ressent énormément dans notre ventre. Ça nous arrive à tous d'avoir des papillons dans le ventre quand on est excité, quand on est nerveux, d'avoir mal au ventre, de ne plus avoir d'appétit du tout, par exemple, si on est triste ou si on est stressé.
Et ça, ben, c'est vrai, c'est pas une lubie, c'est pas, le fruit de notre imagination, c'est vraiment parce que entre les bactéries de notre intestin et notre tête, il se passe des messages, il y a des choses qui se communiquent et donc les signaux qui sont envoyés dans les 2 directions, ben, comment dire? Interagissent l'une l'autre. Les messages qui sont envoyés à notre intestin peuvent modifier le microbiote intestinal et selon les bactéries qui sont dans notre microbiote intestinal, ça influence aussi comment on se sent dans notre tête. Alors, quand je vous ai dit que c'était fascinant, ça touche plein d'aspects de notre santé. Et c'est pour ça, entre autres, que quand on parle de notre deuxième cerveau, ben, ça s'explique, entre autres, de cette façon-là. C'est que tout ce qui se passe dans notre intestin et dans notre vie, dans notre tête, ben, en fait, ça se passe un petit peu partout en même temps. On est un tout et ce sujet-là le montre plus que jamais. Ah, merci. Effectivement, c'est fascinant de voir l'effet du microbiote. Alors, comment est-ce que l'équilibre ou le déséquilibre du microbiote peut agir sur la santé? Là, de plusieurs façons. Puis j'essaie de m'arrêter là dans les sujets de comment ça affecte la santé parce que, oh mon Dieu, qu'on pourrait en parler très longtemps. En fait, avec tout ce que je viens d'expliquer sur les rôles du microbiote intestinal, sur le fait qu'elle produise des vitamines, des substances inflammatoires, pro ou anti-inflammatoires, des hormones, qu'elles sont en lien avec en communication avec le cerveau, on comprend que le microbiote intestinal est en lien avec tous les organes, avec tous les aspects de notre santé. Le microbiote intestinal, avec ses bactéries, elles envoient des messages un peu partout. C'est un peu comme la circulation sanguine, hein, avec nos veines, avec nos artères, ça circule dans tout notre corps. Bien, les effets du microbiote intestinal s'en vont dans tout notre corps aussi. La santé du microbiote intestinal, elle va influencer notre santé mentale, va influencer aussi notre santé cardiaque, notre santé pulmonaire, la santé de nos organes internes aussi, les intestins par exemple. Donc, elle va influencer aussi différents problèmes de santé, en fait, positivement ou négativement. Le microbiote intestinal comprend des bonnes bactéries et aussi des moins bonnes bactéries. Évidemment, tout ça est imagé, vous l'aurez compris, mais la réalité, c'est quand même celle-là. C'est que dans notre intestin, il y a beaucoup de bactéries qui nous veulent du bien, qui produisent des bactéries qui sont bénéfiques pour nous, mais il y a des bactéries qui sont pas si gentilles que ça. La manière dont le microbiote va influencer notre santé va dépendre de l'équilibre de ce microbiote-là. Si dans notre microbiote, on a beaucoup de bonnes bactéries, ben ça va être favorable. Si c'est négatif, s'il y a un déséquilibre de notre microbiote intestinal, ce qu'on appelle une dysbiose, ben c'est là où il y a beaucoup de mauvaises bactéries ou que la diversité des bactéries n'est pas adéquate. Parce que dans un microbiote intestinal en santé, qui est équilibré, ce que l'on veut, c'est une grande diversité de bactéries. On veut des bactéries différentes qui remplissent plusieurs rôles différents, un peu comme dans une entreprise, un peu comme dans une équipe de sport où tout le monde n'a pas les mêmes talents, où tout le monde n'a pas les mêmes spécialités. Les bactéries, c'est la même chose. On a des bactéries bonnes à chacun un poste différent. Alors, ce qu'on veut pour qu'elles puissent remplir tous les rôles que j'ai énumérés précédemment, c'est d'avoir une grande variété de talents dans notre équipe, avec un grand nombre de chacun aussi pour remplir tous ces fameux rôles-là. Alors, l'impact sur la santé, bien, ça va justement dépendre de est-ce que notre microbiote est en équilibre avec une grande diversité de bactéries et un grand nombre de bonnes bactéries ou si c'est affecté pour différentes raisons. Et là, bien, quand c'est affecté, quand on parle d'un déséquilibre, bien, c'est en lien avec plusieurs problèmes de santé. On parle d'allergie, on parle d'obésité, de diabète, de maladies inflammatoires de l'intestin, de troubles cardiovasculaires, même de dépression et autres symptômes là, de santé mentale, de problèmes de santé mentale, pardon. Et en fait, ce que la recherche souhaite toujours comprendre à ce stade-ci, c'est la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est le problème de santé qui amène le déséquilibre dans le microbiote ou si c'est un déséquilibre du microbiote qui cause des maladies? À l'heure actuelle, il semblerait que c'est
un peu des deux. En fait, c'est qu'à la base, en fait, à la base, un problème de santé X va amener un certain déséquilibre du microbiote. Et si ce déséquilibre-là est accentué, ben, ça va également accentuer certains symptômes, par exemple, de problèmes de santé ou de maladies. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Et ce que la recherche fait actuellement, c'est d'essayer de comprendre comment tout ça est interrelié. Mais chose certaine, c'est qu'il y a vraiment un lien avec plusieurs aspects de la santé et la recherche actuellement se penche beaucoup là-dessus. Puis là, j'allais devancer les prochaines questions. Alors, je laisse Isabelle intervenir. Alors, merci beaucoup Stéphanie, pour tout ça, c'est vraiment très éclairant. Un des défis des personnes qui vivent avec l'arthrite, c'est la gestion de l'inflammation. Quel est l'impact du microbiote sur l'inflammation? C'est un rôle clé sur l'inflammation, parce que ici, l'image que je vous présente, c'est l'intérieur de l'intestin. On a tendance à penser que c'est un grand tube, sans particularité, mais notre intestin est façonné et fait de plein de petites cellules collées les unes aux autres. Ces cellules-là, c'est ce qui est représenté sur le dessin que vous avez devant vous. Et au-dessus de chaque, ben, en fait, on va les appeler là, des cellules, il y a comme des petits poils. On les appelle, en fait, le vrai mot, c'est des villosités. C'est des petits poils qui aident à filtrer ce qui va passer. Vous voyez que chaque cellule, en fait, toutes les cellules sont collées les unes aux autres. Et puis, c'est faisable pour certaines molécules ou certaines substances qu'on veut qu'elles passent, c'est possible qu'elles passent. Les bactéries sont là, les bactéries de notre microbiote intestinal, elles sont là pour gérer qui passe ou qui passe pas. C'est comme les bodyguards ou les bouncers à la porte d'un bar, c'est elles qui décident qui rentre. Il peut arriver que cette paroi-là intestinale soit affectée par différents facteurs, puis ça, on va y revenir. Et si les cellules ne sont plus bien collées les unes aux autres, ben, la paroi de l'intestin devient perméable. Au lieu d'être imperméable, comme dans la photo précédente, ça devient perméable. Donc, il y a des substances indésirables qui se mettent à passer parce que les bonnes bactéries n'arrivent plus à maintenir la garde de cette paroi intestinale-là qui est saine. Donc, s'il y a des substances, des mauvaises bactéries qui passent, des substances qui sont inflammatoires, ben, ça s'en va dans la circulation sanguine, qui, le sang, ben, s'en va dans tous les organes de notre corps. Et si ben, le sang se met à voyager des substances qui sont inflammatoires, ben, l'inflammation peut se propager à différents endroits dans notre corps et ça peut se faire insidieusement, ça peut se faire vraiment à petits pas. Puis à un moment donné, ben là, il y a des symptômes qui peuvent survenir, mais c'est comme ça que l'inflammation, en gros, se produit. C'est une des façons, du moins, là, qui est expliquée à l'heure actuelle par la science. La manière dont l'arthrite est concernée par le microbiote intestinal, il y a des équipes de recherche présentement là, de scientifiques qui se penchent sur le sujet. Et quelque chose de vraiment intéressant qui a été dévoilé l'année passée, c'est qu'on a appris que il y a une bactérie, en fait, c'est pas vrai, il y a une protéine, une sorte de protéine qui se retrouve dans notre intestin que certaines bactéries vont digérer, vont transformer et avec cette protéine-là, vont produire une sorte de gras qui va être inflammatoire. Et ça contribue à causer de l'inflammation. Et ce que ces chercheurs-là ont réussi à démontrer, c'est que cette fameuse protéine qui, une fois qu'elle est transformée par les bactéries, devient inflammatoire, c'est une protéine qui se retrouve, entre autres, dans le liquide qui entoure les articulations des personnes qui ont l'arthrite. Donc, c'est une corrélation. On vient d'identifier là, une protéine qui est problématique et justement qui se retrouve chez les personnes qui souffrent d'arthrite et qui, à cause de certaines bactéries, rend ça encore plus inflammatoire. Alors, présentement, les recherches se penchent sur des moyens d'essayer de prévenir cette transformation des fameuses protéines pour pas qu'elles deviennent des substances inflammatoires. Fait que c'est là-dessus que se penche
entre autres, des chercheurs actuellement concernant le microbiote et l'arthrite. J'ai pas d'idée ou de recette miracle à vous donner aujourd'hui, mais je veux vous dire qu'il y a vraiment des chercheurs qui se penchent sur cette question-là. Et plus tard, là, dans les prochaines questions, on va aussi aborder là, comment nourrir notre microbiote pour essayer que ça soit le moins inflammatoire possible. Mais chose certaine, probablement que l'avenir nous réserve encore bien des bonnes nouvelles là, concernant le microbiote avec l'arthrite parce que ce que les chercheurs veulent trouver, c'est est-ce que ça va être un médicament? Est-ce que ça va être avec une sorte de probiotique? Est-ce que ça va être avec une greffe de microbiote qui va aider à soulager? Tout ça reste à voir, mais en tout cas, il y a des résultats présentement qui nous laissent croire qu'il y a des bonnes solutions qui s'en viennent. Alors, souhaitons-le qu'on trouvera rapidement des solutions. Hem, Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va affecter l'équilibre du microbiote? Oui, absolument. Il y a beaucoup d'aspects. En fait, il y a le microbiote intestinal et se forme dès notre plus jeune âge. Ça, je pense que c'est important de juste de comprendre comment c'est fait parce que le microbiote intestinal est toujours en formation, mais quand on est bébé, c'est là où les premières bactéries vont vraiment coloniser, s'installer dans notre intestin. Et, et je le dis aussi, si vous avez des bébés, si vous avez des jeunes enfants, c'est vraiment là où leurs habitudes de vie puis leur environnement va le plus influencer la formation de leur microbiote intestinal. Quand on est bébé, ben, tout est en formation et quand on est plus vieux, quand on a notre âge, quand on est adulte, il y a comme une empreinte qui est faite de notre microbiote intestinal, un peu comme les empreintes qui sont nos empreintes digitales, à la différence que notre microbiote intestinal n'est pas coulé dans le béton. Donc, c'est quand même encourageant de savoir que même s'il y a une base qui s'est établie quand on était jeune, on peut encore influencer la composition de notre microbiote intestinal et favoriser la présence de bonnes bactéries. Euh, Dans le positif comme dans le négatif, les éléments qui sont à l'écran influencent la composition de notre microbiote intestinal. L'alimentation, bien sûr, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est je dirais peut-être pas le plus important, ce serait bon, je parle peut-être pour ma paroisse, mais en tout cas, c'est certain que l'alimentation est très importante et en plus, on a un contrôle sur l'alimentation, ce qui fait que ça le rend encore plus pertinent, le plus intéressant. Le sommeil va influencer aussi la composition de notre microbiote. Vous devinez, si on manque de sommeil, ça influence notre santé. Notre corps a moins la capacité de se réparer, de se régénérer. Tout ça, ça influence la composition du microbiote intestinal également. L'activité physique va influencer la composition du microbiote intestinal. Ce qui est favorable, c'est une activité physique régulière, même idéalement à l'extérieur parce que le grand air va aussi amener des bénéfices à notre microbiote intestinal. Mais on ne veut pas aller dans l'extrême non plus. Les personnes qui font des sports extrêmes, des ultramarathons pendant des jours ou pendant des heures ou qui s'entraînent vraiment à fond, ça peut affecter la composition du microbiote intestinal. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire des ultramarathons ou des gros événements qui, dans les jours suivant cette épreuve-là, vont tomber malades parce que le système immunitaire est à terre. Bien, c'est entre autres expliqué par le microbiote intestinal qui a été affaibli à cause de cet excès d'activité physique. On s'entend, l'excès d'activité physique est quand même rare, là, ça ne concerne pas la majorité d'entre nous. Donc, de manière générale, c'est favorable, donc c'est bon pour notre santé. Une raison de plus, c'est celle qui concerne le microbiote intestinal. Le stress est mauvais pour notre microbiote intestinal, entre autres parce que quand on est stressé, on produit notamment une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ben, ce cortisol-là va venir affecter la membrane de notre intestin. Donc, dans l'image que je vous montrais sur l'inflammation de l'intestin, puis là où l'intestin se fragilise puis qui laisse passer toutes sortes de substances nuisibles, bien, le stress va amener ça, entre autres. Donc, le stress, c'est une raison de plus pour laquelle plutôt on doit, ben, on gagne du moins à essayer de gérer notre stress. L'alcool va influencer négativement le microbiote intestinal.
On le sait, l'alcool, à part pour le plaisir, il n'y a pas de bienfait pour la santé. Donc, toujours, tout est une question de modération. L'environnement peut influencer la composition de notre microbiote intestinal aussi, autant l'air qu'on respire que les mesures d'hygiène, par exemple. Et puis ça, un exemple concret concernant ce point-là, c'est l'épisode de COVID qu'on vient de traverser, qu'on a traversé il y a quelques années tous ensemble et où tout le monde, on portait tous des masques, on ne se touchait plus, on se désinfectait avec du Purell 50 fois par jour. Cette hygiène extrême-là et cette protection qu'on voulait des microbes du coronavirus, mais qu'on s'est protégé de tous les microbes aussi, bien, ça a eu l'effet de venir, ça nuit à la diversification de notre microbiote intestinal. Donc, ça, c'est un exemple aussi, notamment quand on veut former un microbiote intestinal qui est fort, qui est diversifié, on veut être capable d'être résistant aux poussières, aux microbes qui se trouvent sur la terre, dans l'eau et tout ça. Et c'est pour ça, entre autres, que les enfants, quand ils développent leur microbiote intestinal, c'est bon quand ils sont en contact avec plusieurs personnes, quand ils peuvent jouer dans la terre, quand ils peuvent flatter un animal ou même donner des bisous, parce que ça amène à diversifier les contacts avec les microbes. Et ça, bien, c'est favorable au développement d'un bon microbiote intestinal. Et pour finir, la médication va aussi avoir une influence importante sur le microbiote intestinal. Je dirais que ce que l'on connaît le mieux, c'est l'effet des antibiotiques sur le microbiote intestinal. Parce que les antibiotiques, c'est pour venir traiter une infection généralement à certaines bactéries. Mais vous le savez, les antibiotiques vont venir non seulement détruire les bonnes bactéries, en fait, les mauvaises bactéries, mais les bonnes aussi vont c'est comme une petite bombe qui arrive dans l'intestin. Ça enlève les mauvaises, mais malheureusement, ça enlève beaucoup de bonnes bactéries aussi. Ça, c'est l'effet des antibiotiques. Et c'est pour ça que parfois, bien, il y a la diarrhée qui est associée à la prise de certains antibiotiques. Bien, c'est parce que notre intestin a bien de la misère à s'en remettre. Les autres médicaments, il y a des études actuellement là-dessus aussi, puis je sais que ça fait partie de vos questions, là, entre autres, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs pardon, de la pompe à protons. Ce sont des médicaments aussi qui ont des effets sur le microbiote intestinal. Actuellement, les études ne sont pas tranchées ou catégoriques comme elles le sont pour les antibiotiques. Il y a des études qui disent que oui, ça a un effet négatif, d'autres voient plutôt un effet neutre ou plutôt qui ne dérange pas tant que ça. Donc, on est encore là, dans les études pour mieux saisir les effets de certains médicaments sur le microbiote intestinal. Donc, c'est sûr que ces éléments-là, ici, on le sait que ça agit négativement sur l'équilibre du microbiote intestinal et ce sont des éléments sur lesquels on a un certain contrôle. Pas tout le temps, là, quand il faut prendre des antibiotiques, il faut en prendre, mais il y a certains aspects de notre mode de vie qu'on peut voir à améliorer pour aider à favoriser l'équilibre de notre microbiote intestinal. Donc, ça, c'est quand même intéressant de savoir qu'on a cette capacité-là d'influencer notre santé. Merci infiniment, Stéphanie. À date, là, je suis convaincue que les gens ont, comme moi, appris plein de choses. Est-ce qu'on peut concrètement, contribuer à équilibrer notre microbiote intestinal? La bonne nouvelle, là, c'est que oui, et une chance parce que, comme je le disais, ce sont plusieurs éléments qui nous permettent d'avoir un certain contrôle sur notre microbiote intestinal. L'alimentation, qui est mon sujet de prédilection, c'est probablement celui qui a la plus grande influence sur la prolifération des bonnes bactéries dans notre intestin. Alors, quels sont les aliments magiques ou les secrets de l'alimentation pour favoriser un bon microbiote intestinal? Je pourrais en parler là, des heures et des heures, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous résumer ça en 3 conseils.
3 conseils pour essayer de faciliter les choses, puis faciliter vos actions aussi si vous avez envie d'apporter certaines modifications à votre alimentation. Puis peut-être que déjà, vous avez des bonnes habitudes dans tous ces aspects-là, et tant mieux, il s'agira que de renforcer ça si c'est le cas pour vous. Et si ça vous intéresse, bien sûr, parce que je suis là pour donner des conseils, mais pas pour obliger personne à les suivre, évidemment. Donc, un des premiers points qui fait en sorte qu'on favorise notre microbiote intestinal, parce qu'il faut savoir que les bactéries dans notre intestin se nourrissent des aliments que nous, on mange. Et je l'ai dit tout à l'heure, les bonnes bactéries vont aimer certains aliments et prendre soin de nous si on leur fournit les bons aliments. Donc, pour que les bactéries prennent soin de nous, on doit prendre soin d'elles. Et pour ça, entre autres, elles aiment beaucoup, beaucoup les végétaux. On veut végétaliser notre alimentation. Ça ne veut pas dire devenir végétarien, mais on gagne à ajouter, à intégrer des végétaux à notre alimentation parce que les végétaux, entre autres, l'ingrédient secret et clé des végétaux, ce sont les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires qu'on retrouve comme ici dans les légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, les haricots de toutes sortes, les fibres alimentaires qu'on retrouve dans les fruits, dans les légumes, dans les noix, dans les graines. Est-ce que j'en oublie? Ça ressemble pas mal à ça. Ah non, dans les grains entiers aussi, hein, évidemment, dans les céréales. Donc, les fibres alimentaires se retrouvent dans les aliments végétaux seulement. On ne retrouve pas de fibres alimentaires dans la viande, dans le fromage, dans les œufs. Ils sont bons, ces aliments-là. C'est correct d'en manger si on les apprécie. Mais pour favoriser vraiment le développement d'un bon microbiote intestinal, bien, nos bactéries aiment les fibres alimentaires. Et si je prends la peine de vous nommer ces aliments-là, c'est que chacun de ces aliments-là contient des fibres alimentaires différentes. Et les bactéries, ben, il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas une sorte de bactérie. Il y a des milliers de sortes de bactéries. Et c'est comme vous et moi, si on débarque dans un restaurant où il y a un buffet à volonté, on n'ira pas tous vers les mêmes plats, on a chacun nos préférences. Les bactéries, c'est la même chose. Il y a des bactéries qui vont aimer les fibres alimentaires des légumineuses, d'autres vont mieux transformer les fibres alimentaires des céréales, du quinoa ou du blé, d'autres, ça va être les fruits. Alors, si on veut gâter le plus de bactéries possible, ben, c'est en mangeant le plus de sortes différentes de fibres alimentaires. Comme je le disais, nul besoin de devenir végétarien pour ça. L'idée, quand je parle de végétaliser l'alimentation, c'est même pas de penser en termes de je dois couper la viande ou je dois couper le fromage. Non, l'idée, c'est de dire si j'ajoute des fruits, des légumes, des légumineuses à mon alimentation, bien, automatiquement, il y a des aliments qui vont prendre moins de place. Mais au moins, on est centré sur une action qui est positive, qui est agréable et qui est encourageante. Parce que de se dire je ne dois plus manger tel aliment, bien, ça devient négatif, c'est une restriction et comme tout dans la vie, on n'aime pas ça se faire dire de ne pas faire quelque chose. Alors, c'est pour ça que j'aime adopter l'approche de on intègre des végétaux à notre alimentation. Et entre autres, quand je parle de légumineuses, puis j'en parle encore plus que les autres végétaux parce que ce sont souvent les méconnus ou ceux avec lesquels on a plus de misère à les apprivoiser. Mais une des bonnes façons d'apprivoiser les légumineuses, c'est de les intégrer à des recettes que l'on aime déjà, que l'on fait déjà, des recettes où il y a de la viande, que ce soit des recettes de lasagne, de chili, de pâtes, des tacos, du pâté chinois, de la sauce à spaghetti, ou on peut combiner des légumineuses avec la viande qu'on utilise, que ce soit, par exemple, des lentilles dans le pâté chinois ou encore des haricots rouges dans notre lasagne ou dans notre chili. Puis il y a même de ces recettes-là qui contiennent déjà des légumineuses. Mais c'est une bonne façon d'apprivoiser les légumineuses, d'apprivoiser leur goût, la façon de les cuisiner et, on ne se le cachera pas, une façon aussi de donner à notre intestin la chance de s'habituer progressivement. Parce que, bien sûr, parfois au départ, il peut y avoir certains inconforts digestifs reliés à la consommation de légumineuses, des ballonnements, des gaz. Ça se peut que ce soit inconfortable puis que ça vous décourage d'en manger.
Fait que ça serait bien dommage parce qu'il y a beaucoup de bienfaits, évidemment, aux légumineuses. Et surtout, notre intestin s'habitue aux légumineuses et avec le temps, ben, on a de moins en moins de désagréments digestifs. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de commencer doucement, mais y aller lentement et sûrement. C'est une des meilleures façons de commencer par des petites quantités, puis d'augmenter progressivement à mesure que notre corps s'habitue. Puis, à un moment donné, ben, on peut passer à des aliments qui sont végétaux ou végétariens là, complètement à certains repas, sans devenir végétarien, je le dis bien, mais pourquoi pas des croquettes de tofu ou des fajitas de tofu ou une lasagne décomposée seulement aux lentilles plutôt que d'avoir de la viande. Tout ça est possible si on y va progressivement et qu'on le fait en découvrant des nouvelles saveurs, des nouvelles recettes. Tu sais, les légumineuses sont cuisinées dans à peu près tous les pays du monde. Donc, il y a des milliers de possibilités de recettes qui sont savoureuses, qui sont appétissantes avec les légumineuses. Donc, je pense que c'est vraiment de cette vision-là que c'est bien de voir la végétalisation de nos assiettes. Même chose avec les fruits et légumes. Le plus on met de fruits et légumes dans notre assiette, le mieux c'est. Mais si on n'en mange même pas à tous les repas ou pas à tous les jours, mais il faut y aller progressivement. C'est vraiment la méthode des petits pas qui donne les meilleurs résultats. Deuxième conseil concernant l'alimentation pour bénéficier de notre microbiote, c'est de mettre des couleurs dans l'assiette. Et là, je viens de parler de fruits et légumes et c'est exprès parce que qu'est-ce qui donne le plus de couleurs dans notre assiette? Ben, ça va être les fruits et légumes. Bon, bien sûr, tous les aliments contribuent à cette fameuse palette de couleurs, mais les fruits et les légumes, regarde, vous le voyez, là, une image vaut mille mots. Les couleurs de ces aliments-là proviennent de ce qu'on appelle des pigments. Et les pigments qui donnent les couleurs sont souvent des antioxydants, sont souvent des vitamines qui viennent nourrir aussi le microbiote intestinal. Donc, en plus de contenir les fameuses fibres alimentaires dont on vient de parler, bien, les fruits et les légumes vont amener des antioxydants et d'autres substances qui favorisent les bonnes bactéries de notre intestin. Et quoi de mieux que de parler de couleur et de plaisir pour les yeux, mais aussi pour tous les sens, pour donner envie d'en mettre dans nos assiettes. Je pense que c'est vraiment ce côté-là, encore une fois, appétissant et positif que j'aime favoriser parce que bien manger, c'est bon au goût aussi, c'est bon même pour tous les sens. Alors, arrêtons de penser que bien manger, ça doit goûter le carton. Ce n'est pas le cas. Donc, sortez votre palette de couleurs et de végétaux. Les aliments entre eux font un travail d'équipe. C'est pour ça que je vous parle de plusieurs variétés d'aliments. Il n'y a pas un seul aliment qui va faire tout le travail. Il n'y a pas d'aliment miracle. Il n'y en a pas un qui garantit la santé, comme il n'y a pas un aliment à lui seul qui va vous rendre malade non plus. Le travail d'équipe entre les aliments, c'est vraiment parce que chacun est fait différemment. Il y en a qui contiennent des fibres alimentaires, des prébiotiques, des probiotiques, des polyphénols qui sont des antioxydants, des bons gras aussi. Et tout ça, ça travaille en synergie. C'est comme sur la glace, quand il y a une équipe de hockey, il y a plusieurs joueurs, ils se font des passes, ils comptent des buts, il y a un gardien qui arrête les buts de l'autre équipe. Ça se fait vraiment ensemble, en équipe. Et c'est pour ça que les aliments, ben, on ne peut pas n'identifier un comme étant meilleur que les autres parce que sur la glace, on a beau avoir le meilleur gardien de la ligue, il fera pas, il gagnera aucune partie s'il est tout seul sur la glace. Donc, c'est la même chose avec les aliments. Fait que pour passer quand même rapidement sur chacun de ces éléments-là, parce que j'ai des trucs concrets pour vous aider à intégrer ces aliments-là à votre alimentation, en fait, ces éléments-là à votre alimentation. Mais vu l'heure, je vais quand même passer rapidement pour qu'on puisse avoir le temps pour la fameuse période de questions. Quand on parle de fibres alimentaires, je vous l'ai dit, c'est dans les céréales, entre autres, qu'on les retrouve. Donc, découvrez la polyvalence du quinoa, de l'orge, du millet, des riz, du couscous de grains entiers, des pâtes de blé entier aussi qui contiennent des fibres alimentaires. Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez commencer par moitié-moitié avec les versions blé entier puis versions plus raffinées pour vous habituer. C'est la même chose avec toutes les variétés de pain, que ce soit les pitas, les muffins anglais, les tortillas. Ils existent en version blé entier également.
Au rayon des pains tranchés, on a une panoplie de choix où il y a des grains entiers. Fait que ça, c'est pour les grains entiers, mais évidemment, les fibres alimentaires, on les a dans les fruits. Donc, des petits fruits surgelés qui s'achètent souvent à rabais même, qu'on peut utiliser de plein de façons dans la cuisine. C'est une belle façon de ne pas gaspiller aussi parce que ça se gaspille à peu près pas dans le congélateur. Même chose pour les légumes, les légumineuses qu'on peut intégrer dans plusieurs recettes, même dans des desserts. Si ça vous intéresse, je vous propose d'aller sur mon site stéphaniecoté.ca. J'ai plusieurs recettes de ce type-là qui intègrent des légumes ou des légumineuses dans des desserts. Donc, avis aux curieux, vous ne serez pas déçus. Même chose quand on mange de la pizza, même une pizza congelée du commerce qu'on veut utiliser rapidement, mais il n'y a rien qui empêche de se trancher des petits poivrons à la dernière minute pour mettre ça au four, pour l'enrichir un petit peu, puis de faire en sorte que ben, c'est un repas qui est vite préparé, qui est pratique, mais qui devient un peu plus nourrissant. Même chose avec les légumineuses, comme je l'ai dit tantôt, qu'on peut mélanger avec la viande. Fait que je vais passer rapidement pour qu'on ait le temps pour autre chose. Les probiotiques, en fait, ce sont des bonnes bactéries qui viennent dans notre intestin en renfort aux bactéries qui existent déjà, donc qui sont déjà présentes en nous. Mais les probiotiques, c'est dans des aliments comme le yogourt, comme le kéfir. Il y a certaines barres tendres ou céréales maintenant qui peuvent être enrichies en probiotiques, puis il y a des suppléments de probiotiques aussi. Donc, ce sont des bactéries qui viennent donner un coup de main aux bactéries qui sont dans notre intestin, mais qui ne restent pas là. Donc, si on veut avoir un effet de probiotiques régulier, il faut manger des probiotiques régulièrement. Fait que ce n'est pas ma façon première de nourrir notre microbiote, mais c'est une façon complémentaire. Alors, quand on mange du yogourt, quand on mange, qu'on boit du kéfir aussi, qu'on cuisine le tempeh, qui est du soya fermenté, ça nous amène naturellement aussi des probiotiques. Donc, ça peut être une façon d'amener ces bienfaits-là à votre alimentation. Les prébiotiques, le préfixe pré le dit, ça vient avant le biotique, avant la vie. C'est la nourriture des bonnes bactéries. Donc, les fameuses fibres, mais encore plus précisément, certaines fibres qu'on retrouve dans l'ail, dans l'oignon, dans le poireau, dans l'asperge, dans le gruyot, ce sont des sortes de fibres qu'on appelle prébiotiques parce qu'elles sont particulièrement intéressantes pour les bactéries qui sont dans notre microbiote intestinal. Donc, cuisinez ces aliments-là, découvrez-les et ben, ça va être autant pour la variété de votre alimentation et votre plaisir que pour les bienfaits que vous allez en retirer aussi dans votre microbiote intestinal. Les polyphénols, qui sont des antioxydants particulièrement présents dans nos petits fruits, donc les petits fruits du Québec qu'on a en fait à l'année congelés, mais dont la saison là, approche, même que les fraises du Québec sont sorties, j'en ai acheté cette semaine. Donc, les petits fruits, les fraises, les framboises, les mûres, les bleuets, les camerises aussi, dont la saison approche, qui peuvent être utilisés dans plein d'aliments, que ce soit le yogourt, le gruau sur nos crêpes, dans les muffins, dans les smoothies. On peut s'en faire des confitures aussi, même l'ajouter dans des salades, cette petite touche sucrée dans certaines salades, ça peut être vraiment très, très intéressant aussi. Les polyphénols, il y en a également dans les légumes, donc que ce soit la famille des choux, choux de Bruxelles, chou-fleur, le chou kale, mais également la patate douce. Donc, vraiment, en fait, c'est plusieurs aliments différents, de couleurs différentes aussi que je vous ai nommés. On en revient encore à ça, cette notion de couleur qui amène plein d'antioxydants. Et finalement, les bons gras qui contribuent aussi à leur manière à venir nourrir les bonnes bactéries. Donc, les bons gras qu'on retrouve dans l'avocat, qu'on peut manger en fait, même en faire des smoothies. Si vous avez jamais essayé ça, je vous le conseille vivement. Un avocat bien mûr dans un smoothie, ça donne une texture onctueuse. Vous ne pourrez plus vous en passer. Il y a aussi des bons gras dans certains poissons, donc les poissons gras, évidemment, moins les poissons blancs, mais les poissons comme le saumon, le hareng, les crevettes, la truite, les sardines, ça contient des bons gras. Les noix, les graines également. Alors, on en mange, on les intègre dans les collations. Et finalement, les edamame, qui sont les fèves de soya fraîches, qui sont super bonnes à manger en apéritif ou à mettre dans nos pokéballs maison. Donc, différentes façons d'intégrer des bons gras. Bref,
varions notre alimentation, découvrons plein de bonnes recettes, puis c'est bon autant pour notre plaisir que celui de nos bonnes bactéries. Puis là, les études à cet effet-là le prouvent. Manger beaucoup de végétaux, ça diminue les risques de maladies cardiovasculaires, de dépression, de mort prématurée là, attribuable à plein de maladies. Donc, oui, ça passe entre autres par l'intestin. Et si vous voulez en savoir plus, parce que là, on va laisser place, j'imagine, à la période de questions, puis Isabelle, je te repasse la main. Mais si vous voulez en savoir plus, ce livre, La santé par l'intestin, que j'ai écrit, va certainement satisfaire votre curiosité à cet effet-là. Alors, merci infiniment, Stéphanie, pour cette présentation qui a été super intéressante et ces trucs qui sont clairs et faciles à appliquer aussi dans la vie de tous les jours. Alors, évidemment, on avait reçu plusieurs questions avant et pendant la présentation. Vous en avez déjà abordé plusieurs, donc on s'en sort pas trop mal, mais on veut aussi rappeler à tout le monde que notre invité d'aujourd'hui ne peut pas poser de diagnostic ni fournir de conseils personnalisés dans le cadre du webinaire. Donc, si vous avez des questions très précises sur votre état de santé ou votre médication, n'hésitez pas à contacter votre professionnel de la santé. Alors Stéphanie, je crois que la question qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce qu'on doit prendre des suppléments de probiotiques ou de prébiotiques pour améliorer le microbiote intestinal? La réponse courte, c'est non. On ne doit pas, ce n'est pas obligatoire. Dans certains cas, ça peut être utile, mais je dirais que la mesure de base pour avoir un microbiote intestinal équilibré, c'est vraiment par l'alimentation, par des bonnes habitudes au jour le jour. Puis ça ne veut pas dire une alimentation parfaite, mais ça veut dire une alimentation où on intègre des végétaux, une alimentation où on cuisine, une alimentation où il y a de la couleur. Ça, c'est bon pour notre microbiote intestinal. Parfois, on tombe malade. Parfois, on prend des antibiotiques. Parfois, on va en voyage puis on a la diarrhée du voyageur. Ces exemples-là sont des moments où ça peut être approprié ou du moins conseillé de prendre des suppléments de probiotiques. Ça aide notre intestin à se refaire une santé, à reprendre le dessus le temps que les bonnes bactéries qui sont normalement dans notre intestin se multiplient puis qu'elles reprennent la place. Mais les probiotiques peuvent venir en renfort pendant un certain temps. Donc, quand on est pour partir en voyage dans un pays étranger où on n'est pas certain de la qualité de l'eau, des conditions d'hygiène, puis qu'on sait qu'on est peut-être sujet à avoir la tourista, ça peut être pertinent d'en prendre des probiotiques avant même de partir en voyage et durant toute la durée de notre séjour à l'étranger. Quand on a la gastro, plus précisément, ça concerne souvent plus les enfants, quoique des fois, hein, à force d'être proche de nos petits-enfants, de nos enfants qui sont malades, on l'attrape aussi. Dans certains cas de gastro, il y a des probiotiques aussi que les études ont démontré comme étant efficaces. Et même chose aussi pour la diarrhée qui est subséquente à la prise d'antibiotiques. Comme je l'ai dit tantôt, des antibiotiques, c'est comme une petite bombe qui est lâchée dans nos intestins et ça détruit tout sur son passage. Alors, les probiotiques, pendant la prise d'antibiotiques et après, peuvent aider à refaire, à diminuer les symptômes qui sont associés là, malheureusement là, aux antibiotiques. Fait que je dirais que ce sont les indications actuellement là, reconnues davantage par la science. Il n'y a rien de mauvais à prendre des probiotiques tous les jours. Si vous avez envie de le faire, si vous vous sentez bien de cette manière-là, il n'y a aucune contre-indication, il n'y a pas de danger non plus. Ça prend un certain budget parce que ce n'est pas donné d'en prendre tous les jours, mais il n'y a pas de problème, par exemple, si on souhaite le faire. Parfait. Il y a plusieurs personnes aussi qui nous ont parlé du syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable. D'abord, est-ce que c'est la même chose? Oui, l'intestin irritable, le côlon irritable, c'est la même chose. Le lien avec le microbiote est pas, il n'est pas aussi clair que ça. En fait, le trouble de l'intestin irritable, ça va être une difficulté à digérer certains glucides, certains sucres des aliments. Et il y a autant de versions de l'intestin irritable que de personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire vraiment là, des démarches ou des conseils qui sont
qui sont pour tout le monde. En fait, ça n'existe pas. Quand une personne a le syndrome de l'intestin irritable, souvent, ce qu'on va suggérer, c'est de faire une démarche avec une nutritionniste pour être capable d'identifier les aliments qui sont problématiques, plutôt que d'éliminer. Oh, je crois qu'on a perdu, que Stéphanie a perdu son réseau. Euh, je On va lui laisser quelques minutes pour se reconnecter, Isabelle? Parfait, on peut peut-être, ah! Ah, On vient de OK. retrouver Ben Stéphanie. oui, j'ai vu ça que ma connexion avait lâché. Moi, je continuais à vous entendre, mais je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, oui, je disais que l'intestin irritable, si on a un problème d'intestin irritable, c'est suggéré de faire une démarche avec une nutritionniste pour identifier quels sont les aliments problématiques plutôt que d'éliminer plein d'aliments qu'on n'aurait pas besoin d'éliminer parce que ce serait très dommage. Le lien avec le microbiote intestinal est pas clair encore parce que, tu sais, je vous ai parlé beaucoup de fibres alimentaires, de légumineuses, d'ail, d'oignons et tout ça, mais ce sont des aliments qui peuvent causer des problèmes aux personnes qui ont l'intestin irritable. Alors, c'est pour ça qu'avec votre nutritionniste, si vous êtes en mesure d'identifier les aliments qui sont problématiques, les mettre de côté, mais d'être en mesure de vous concentrer sur les aliments qui vont être à la fois favorables à votre microbiote, mais qui ne vont pas vous causer les fameux symptômes de l'intestin irritable, ben, c'est la meilleure façon, le meilleur des deux mondes, l'équilibre qu'on peut trouver. On va essayer de garder de prendre un petit 2 minutes de plus. Est-ce qu'il y a des nutritionnistes? Vous avez, presque lu dans mes pensées. Est-ce qu'il y a des nutritionnistes dans le système public? Et si oui, est-ce qu'il faut être référé par un médecin comme pour des spécialistes? Il y a des nutritionnistes dans le système public, il y en a dans les hôpitaux, il y en a dans les CLSC également. Oui, il faut avoir une référence d'un médecin pour accéder à ces nutritionnistes-là qui sont soit en milieu hospitalier ou au CLSC. Euh, je ne connais pas les délais d'attente ou d'accessibilité aux nutritionnistes du réseau de la santé. Cela dit, si on a des assurances collectives, parfois, en fait, c'est même très fréquent que ça couvre les frais de consultation avec les nutritionnistes qui sont en pratique privée. Donc, je vous recommande vraiment de vérifier ça auprès de vos compagnies d'assurance, puis même d'en faire la demande. Je pense que plus il y a cette demande qui est faite comme étant un besoin, ben, le plus le nombre d'assureurs va finir par couvrir ces frais-là. Donc, tout ça pour dire qu'il y en a au public. Dans quelle mesure est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ça, je ne saurais me prononcer à ce sujet-là, mais si on a accès au privé, idéalement ben, avec des assurances, mais sinon, des fois, il s'agit d'une consultation ou deux, puis on est bien aligné sur des nouvelles façons de faire et ça peut suffire à améliorer nos habitudes de vie et améliorer notre santé. Donc, parfois, ça peut valoir la peine quand même. Absolument. Et une petite dernière question, là, très rapide. En fait, il va y avoir 2 volets. Est-ce que la cuisson, la congélation vont avoir un effet sur la qualité des probiotiques et des prébiotiques? Très bonne question. Les bactéries sont normalement assez résistantes. C'est sûr que de faire cuire des aliments très longtemps, ça détruit les bactéries, donc autant les bonnes que les mauvaises. Tu sais, quand l'eau, par exemple, du robinet, on a un petit problème avec l'eau de la municipalité, puis qu'on doit faire bouillir 5 minutes avant de la boire, c'est pour détruire des bactéries. Donc, c'est sûr que si on fait qu'on fait cuire du yogourt très longtemps, bien, les probiotiques à l'intérieur, peut-être qu'ils vont être détruits. Cela dit, il y a des études qui ont montré que, et là, je vais utiliser le mot cadavre, là, mais que le cadavre des bactéries, même si elles sont mortes, elles ont des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. Donc, ce n'est pas vain, même si on fait une recette de muffin avec du yogourt, par exemple, si notre yogourt est cuit, il va quand même y avoir certains bénéfices pour la santé. La congélation, généralement, endort les bactéries, mais elles peuvent se réveiller après. Donc, la congélation, la cuisson des aliments et tout ça, ça affecte
dans une certaine mesure les bonnes bactéries, mais il y a toujours des bénéfices à en retirer, peu importe le traitement qu'on leur réserve. Manger des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, je dirais peu importe le traitement qu'ils ont eu, il y a du positif à en retirer. Et donc, les légumineuses, ma deuxième partie, les légumineuses en boîte sont tout à fait recommandées, il n'y a Oui, pas de ouais, problème. absolument, même que souvent, si c'est la façon pratique, rapide, de manger des légumineuses, moi, je la recommande, puis j'en ai dans mon garde-manger, là, de plein de sortes de légumineuses parce que justement, c'est une façon qui est, tellement facile d'utilisation. On ouvre la boîte, on égoutte, on rince, on est prêt à se faire une salade, à mettre ça dans notre sauce à spaghetti, à faire plein de bonnes recettes avec ça. Donc oui, c'est valable. Parce que les légumineuses sèches, oui, sont super bonnes, elles coûtent encore moins cher et tout, mais il y a un temps de trempage, il y a un temps de cuisson qui peut aller de 1 heure à 3 heures. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et moi, je dis vraiment, si on mange des légumineuses en boîte, plutôt que de ne pas en manger, on est 1 milliard de fois gagnant là-dessus. Alors, Stéphanie, on va, en fait, je vais juste faire une toute petite parenthèse pour dire, ça a l'air qu'on a reçu plusieurs fois là, la demande à savoir le nom de la recherche qui parlait de la protéine qui se transforme en inflammation. Je vais m'assurer de discuter avec Stéphanie par la suite, puis on va essayer de vous trouver la référence pour le courriel que vous allez recevoir, qui va être en suivi. Oui, absolument, j'ai la référence, là, ça va être facile de la partager. Parfait. Alors, vous la recevrez par courriel. Alors, Stéphanie, au nom de la Société de l'arthrite et en mon nom personnel et des participants de ce soir, je vous remercie d'avoir accepté de nous offrir ces précieux conseils et surtout de nous avoir convaincus que bien manger, c'est bon, puis c'est pas si compliqué que ça. Alors, pour tous ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Vous verrez apparaître un court sondage qui, en fait, vous allez voir apparaître un court sondage. S'il vous plaît, on vous demanderait de cliquer sur la réponse qui représente votre opinion. Alors, je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire. Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage ou qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent, vous. Alors, parce que l'arthrite ne prend pas de vacances, nos groupes de soutien en ligne Aide-Entraide continueront aussi cet été. Vous trouverez dans ces groupes animés par nos merveilleuses bénévoles un espace d'écoute et de partage précieux pour ceux qui vivent avec l'arthrite. Nous vous invitons à visiter le arthrite.janeapp.com pour découvrir le calendrier des séances. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer et tous nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite pour avoir rendu possible cette présentation et un grand merci à Stéphanie Côté pour sa présence avec nous. Voici donc ce qui conclut cette édition de Conversations sur l'arthrite, le pouvoir du microbiote sur la santé. En mon nom, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et on se revoit à l'automne avec de tout nouveaux webinaires.